Bon, alors maintenant, je vous demanderai un petit peu d'attention. Comme vous le savez, les 4 RUIS du Québec se réunissent tous les 2 ans pour ce forum qui a été vraiment passionnant aujourd'hui. Et l'Université de Montréal avait choisi les soins de fin de vie. Donc, je prends un bref moment pour remercier tous les organisateurs de cette journée. Vous venez de voir que l'Université de Montréal a honoré le docteur Eduardo Bruera. Et maintenant, vous allez avoir l'immense privilège d'entendre ses idées, sa vision sur les soins palliatifs. Je pense que sa volonté de soulager la douleur physique comme la douleur psychologique et de tenter de trouver des façons d'aider la famille, de les soulager, va vous intéresser, tout comme le fait qu'il vous entretiendra sur l'avenir, quant à lui, des soins palliatifs. Donc, sans plus tarder, la parole maintenant au docteur Eduardo Bruera. Merci beaucoup à tous pour avoir participé de cette réunion, de ce moment très, très spécial pour moi et aussi pour être ici dans cette journée incroyablement belle à Montréal. Le défi que nous confrontons chaque journée est le traitement des patients comme ces patients de mon temps que je vous montre. Et ça va arriver à la grande majorité chez nous et nos familles, maladies chroniques progressives jusqu'à la fin de nos vies. Et ces patients avaient de la douleur, de l'anorexie, de l'asthénie, de la dyspnée, de l'angoisse, de la dépression, et tout ensemble, presque la fin de nos vies. Ce docteur, il y a quelques années, comme vous voyez, a dit ce n'est pas question de la maladie, c'est question du patient. Mais la médecine n'a fait un bon travail. Je travaille dans un centre de cancer, pas un centre de patients. Et devant ma fenêtre, je vais une institution beaucoup plus ridicule que notre. C'est le Texas Heart Institute, parce que nous faisons poumons, feu, foie, rein, ils font cœur. Vous laissez le corps du matin, le prend le soir, ils travaillent toute la journée. Et bien sûr, il y a un problème avec les mots, mais les mots reflètent la façon dont nous pensons et la façon dont nous agissons. Pour cette raison, il est important de reconnaître que la médecine, les soins de santé et même les milieux universitaires malheureusement, n'ont compris pas la complexité de la souffrance et n'ont pas développé les structures pour étudier comment soulager bien la souffrance. Et la souffrance arrive, et quelquefois arrive pas trop lourde, quelquefois arrive vraiment lourde. La souffrance de la famille, quand le malade devient malade, la famille devient malade. Et ce mouvement est un mouvement de la frange. Vous devrez nous imaginer comme un mouvement des années 60 qui a commencé avec les tatous, le piercing au nez, le queue de cheval. C'est un mouvement vraiment révolutionnaire de prendre ces patients et les traiter, les symptômes, la famille, tous les principes qui existent maintenant pour les soins palliatifs et de support ont été développés initialement, mais isolés de la médecine universitaire. Et l'accès aux patients était très, très tardif. Pendant ce temps, la médecine organisée avait développé les soins intensifs, les soins urgents, beaucoup d'autres spécialités, plus d'une décennie plus jeune des soins palliatifs, mais dans le cadre de système.
et ça a fait la vie difficile. Cet esprit révolutionnaire, cet esprit isolé a fait la vie très difficile pour les soins palliatifs. Nous avons fait un peu de recherche sur la souffrance, comment mesurer, comment évaluer la souffrance, comment améliorer la souffrance dans nos patients. Mais cette souffrance qu'on mesurait n'est pas simplement pour le cancer ou pour le traitement, mais aussi la perte de travail, la détresse émotionnelle et le divorce de ces patients est capable d'augmenter l'intensité des symptômes. Pour ces raisons, nous avons appris qu'il avait besoin de développer langues diverses pour évaluer toutes ces autres contributions à la souffrance. Nous avons trouvé que nos collègues nous disaient, en une quantité d'études, qu'à la fin, ils étaient prêts à nous envoyer un patient qui n'avait pas plus de traitement en service palliatif. Mais si le nombre était soutenu, le pourcentage de médecins qui voulaient nous envoyer un patient augmentait. Au commencement de la maladie, quand la maladie est un peu plus tôt, même si la souffrance du patient est épouvantable, la majorité ne sont pas prêts à nous envoyer un patient. Quand le nombre est support, ils sont beaucoup plus prêts à nous envoyer des patients. Nous avions un problème de nombre, un problème de perception de nos confrères. Donc, nous avons commencé à utiliser le nom supportive care et on a vu une augmentation de 41% des patients 6 mois après changer le nom. On n'a changé rien. On simplement a changé le nom et le nom a augmenté 41% le référement des patients et aussi le temps avant la mort a augmenté progressivement. Dans ce moment, dans cet hôpital de cancer, vous voyez que le service palliatif a été la croissance plus grande de tout service de l'MD Anderson. L'MD Anderson ne fait le marketing avec palliative care, mais le service de la croissance la plus grande pour les dernières 8 années, en comparaison à tous les services de cancérologie ou à l'hôpital en général, a été soins palliatifs. Nous avons appris qu'il y avait des problèmes rouges, urgents, mais aussi des problèmes importants et que l'intervention palliative a besoin de toutes ces diverses couleurs pour apporter la qualité de vie à nos patients. 2 patients avec le même cancer, dans la même position, un des patients a le tumeur dans le lobe moyen et va développer la fatigue, anorexie, somnolence, coma. Une fin de vie très simple. 5 cm de différence font la situation de douleurs épouvantables, hémoptysie, dyspnée. Et ça veut dire que même si la vie n'est pas la même pour tous, la maladie et la fin de vie n'est pas la même pour tous. Si ces patients ont conjoint, famille élargie, assurance chômage, la maison va bien. Pour ces familles sans famille et pas d'argent, la maison ne va bien. Et soins de soutien de la personne ont besoin de différentes structures, processus et résultats, et les différences sont très frustrantes pour les dirigeants. C'est toujours une frustration quand vous avez besoin de choses qui ne sont les mêmes, de la gastroentérologie, l'orthopédie, la neurologie, c'est divers et pour cette raison, c'est profondément frustrant. On dit que n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites dans le contexte de l'hôpital, vous ne pourrez remplacer la qualité de vie chez vous. Qu'est-ce qui arrive quand chez vous est comme ça? Quand il n'y a aucune famille, quand la souffrance est sévère. Donc, qui veut que nous mourons à la maison toujours? Système d'assurance maladie, l'hôpital, parce que si mon message est un message biométrique, quand j'ai perdu la bataille contre la maladie, je veux faire disparaître ce qui m'apporte ce cœur, ce qui m'apporte ce foie. J'ai perdu contre le foie, je n'ai pas le besoin de voir ces personnes qui apportent le foie. Les sociétés pharmaceutiques, l'entreprise de radiologie et laboratoire, parce que le patient ne va recevoir des études, décéder à la maison est la priorité pour les patients.
Et la priorité 28 sur 35 pour les patients atteints de cancer. Oui, ils préféraient mourir chez eux, mais il y a des autres besoins qui sont vraiment importants pour eux. Et quelquefois, des maisons de soins chroniques, comme cette à Mexique, peuvent faire toute la différence pour la qualité de vie de ces patients. On a arrivé à une harmonie entre la maison, la maison des soins chroniques, l'hôpital aigu et surtout l'unité de soins palliatifs. Et l'unité de soins palliatifs sont les unités de soins intensifs pour la souffrance humaine. Si vous n'avez pas vous n'avez pas une unité qui vous permet de soulager la souffrance du malade que je vous ai montré, qui était un malade qui avait une souffrance épouvantable. Mais aussi, on fait l'évaluation interdisciplinaire et l'éducation et la recherche de la prochaine génération. Quand le détresse est élevé, le patient a besoin d'accès à traitement aigu. Quand le détresse a amélioré, on a deux choix. Support élevé, ça veut dire famille et argent. Et sans famille et argent, on a besoin de la maison chronique pour aider à ces patients. Balmont a publié les données sur la première unité de soins palliatifs dans l'année 96, je m'excuse, 96, ici, à la ville de Montréal, au Royal Victoria. C'est pas un concept nouvel, c'est un concept qui existe depuis beaucoup d'années. Et bien sûr, le travail est soulager la souffrance épouvantable et humaniser le lieu physique, avoir l'équipe, comme vous voyez, c'est l'équipe d'Edmonton il y a 4 ou 5 années, vous voyez ici, nous sommes presque les mêmes, n'est-ce pas? L'équipe de Houston. Et pourquoi des équipes? Pour que quand on travaille ensemble, on doit sacrifier des choses, compromis, respect. Mais l'orchestre améliore son que les solistes. Et pour cette raison, nous avons appris à soins palliatifs que la souffrance humaine est énormément complexe et quand on va vraiment à confronter ces souffrances, l'équipe et l'orchestre. On a cette salle pour intervention médicale complexe que les hôpitaux ne vont nous donner. Ici, on parle avec la famille de la souffrance et je l'appelle notre salle de fluoroscopie. Pour lutter contre nos dirigeants, je dis notre salle de fluoroscopie. Nous avons besoin de la salle de fluoroscopie. La famille doit visiter le patient. Ces patients avaient angoisse, anxiété. Quand la famille est arrivée, elle a à la fin dormi tranquille. On doit laisser toutes les familles de partager la vie avec les patients. Même ces familles que je déteste, on le laisse tout rentrer. Le père et la mère voulant vers la fille se marier. Le malade avait faillite rénale, myélome. On a convaincu, dans les salles de soins palliatifs, on a convaincu le néphrologue de faire la dialyse. On a donné des opioïdes et méthylphénidate contre la sédation. Ici est le jeune et ici est la fille. Dans le processus d'être marié, le mariage a été célébré dans l'unité de soins palliatifs. Et vous pouvez voir ici notre aumônier qui a célébré, Steve Thorney, qui est essayant d'être vu dans la photo. Et quelquefois, c'est le mariage. Ce sont des résultats des soins des patients. Et bien sûr, casser les différences entre les soignants, la famille et le patient. On doit aussi arriver à traiter ces patients plus tôt. Et les centres ambulatoires vous permettent de faire ça. Et malheureusement, le dirigeant nous a dit, vous avez besoin d'une salle d'attente. Nous avons dit, la salle d'attente n'est pas bonne pour ces patients parce qu'ils ont de la cachexie, des problèmes avec l'image corporelle, de la dépression, de la souffrance. Mais ils nous ont dit, même si vous avez quelqu'un qui va recevoir comme la cerise, vous devrez avoir la salle d'attente. C'est impossible de ne pas l'avoir.
Je vous montre la salle d'attente soins palliatifs MD Anderson est toujours vide. Et nous n'avons jamais un patient dans la salle d'attente. Et bien sûr, les signes sur les plafonds, parce que quand vous arrivez avec une civière d'hôpital, vous avez besoin des signes que vous recevez et aussi de l'art que vous recevez. Dans le plafond, pas l'art pour nous, l'art pour eux. On a papier de cellophane sur les fluorescents pour donner une lumière un peu plus rosée, un peu plus agréable. Et quand le patient arrive, nous avons un lit, mais aussi la télé, que la télé vous montre deux choses. Vous montre petites infomercials sur la constipation, sur la fatigue, mais aussi vous montre que le médecin qui va vous voir était un disc jockey, aime le football et mange des plats bien épicés pour humaniser les contacts, pour montrer que vous êtes une personne et que vous allez être visité par une autre personne. On visite les patients de leur chambre et on a les équipes qui travaillent ensemble. Et aussi, on a besoin de la salle pour les conférences des familles ambulatoires. Bien sûr, on a parlé, on doit quelquefois aller à l'autobus pour aller voir les patients ensemble comme équipe pour apprendre les communautaires des hospitaliers, les hospitaliers des communautaires, aller chez les patients pour voir où est le lit, quels sont les domaines qu'on doit poser. Et c'est l'Amérique du Sud et c'est la frontière américaine-mexicaine. On a traversé la frontière avec le bus. On a appris qu'il y a des choses qu'on doit faire pour améliorer le bien-être des patients, pour créer un effet placebo. Et on a appris que toutes ces choses que vous voyez ici sont de grande importance pour l'effet placebo. Mais pour vraiment faire ça, on a dû faire la recherche pour démontrer que ces choses changent la qualité de vie du patient. Et faire la recherche est lourde quand on n'a pas de structure, quand on n'a pas de système et quand on n'a pas du temps pour faire ça. Quelle est l'adoption? L'adoption dans les États-Unis de ambulatoires ferait les 51 centres de cancer compréhensifs 500%. Chez les centres pas compréhensifs, qui sont la grande majorité des centres de cancer, seuls 22% ont de centres ambulatoires. Le lit, c'est encore plus triste parce que de lit, 26% des centres compréhensifs de cancer et 20% des centres non compréhensifs de cancer ont unité de lit. Quand on parle avec les dirigeants, ils nous disent que c'est une question surtout de financement, financière, une question d'argent. Mais ce n'est pas vrai parce que les coûts des soins augmentent 5% par année. Une grande partie est proche de la fin de la vie et 30% est gaspillage. 30% sont de résonance nucléaire, des immunothérapie dans un coût de $500 000 par année par patient, à 10 mg par jour de PEM, à 20 mg par jour de PEM, $1 million par année. Et quelquefois, un nécessaire, donc les coûts, et il y a une bonne démonstration que quand vous envoyez un patient et un patient recève soins palliatifs, tous les événements qui ont un coût très élevé vont améliorer dramatiquement quand le patient a l'accès aux soins palliatifs. Au début des années 90, Calgary a reçu 16 millions de dollars pour établir un programme palliatif, a été communautaire, des médecins à temps partiel, infirmières à son domicile, administration. Edmonton avait moins d'1 million. Ils sont un investissement dans l'université et en petite équipe. 10 années plus tard, Edmonton avait un programme dans tous les hôpitaux, avait pénétré le système, avait un budget élevé, 3 hospices avec 500 lits, 82 des patients de cancer atteints du soin palliatif avant la mort, le fellowship qui a formé des leaders dans une quantité de villes et une contribution à la connaissance. Toutes ces interventions que vous voyez là ont été développées de recherche et ont changé la pratique, même aux États-Unis aujourd'hui. Tous ces systèmes sont utilisés.
Calgary avait un accès inférieur et malheureusement pas la connexion qui avait changé la culture là où l'investissement a commencé. 2 centres de cancer, 2 hôpitaux de la même taille. Memorial avait des médecins et d'infirmières. Anderson avait commencé avec un programme petit, mais avec un contenu académique. 18 années plus tard, la même quantité de médecins, un peu plus d'infirmières avancées. Anderson a 22 médecins, 3 infirmières, l'unité de soins palliatifs et 2 centres ambulatoires et plus de 1000 publications. Pourquoi est-ce que ça arrive dans certains lieux et pas dans d'autres lieux? Nous avons médecine interne et familiale, chirurgie de ces spécialités multiples dans tous les hôpitaux d'enseignement et dans toutes les écoles de médecins. Les malades souffrent et meurent et la famille souffre dans tous les hôpitaux. Les équipes de soins palliatifs améliorent la souffrance et permettent meilleurs soins, économiser de l'argent partout. Il y a une quantité énorme d'études qui vous montrent qu'il y a des épargnements importants. Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne quelquefois? Il n'est pas manque de facultés talentueuses. À Memorial, vous avez Cathy Foley, vous avez Russell Portner, vous avez des confrères d'énormes talents. Il n'est pas parce qu'il y avait des dollars dans l'établissement. L'établissement avait la même quantité et le système de santé est le même. Et à mon avis, c'est le changement de la culture. La culture n'est pas simplement nationalité, etc. Il y a des cultures des universités et des cultures des hôpitaux. Mon institution, Making Cancer History. Nous n'y ratons pas, nous utilisons d'outils d'évaluation et aussi dans les universités, on a les guerres de curriculum. J'ai réfléchi sur ça et conçu une escale, une échelle des étapes de développement d'une culture qui peut arriver à un individu ou une société et à signe de changement. La première étape est la négation. Nous n'avons pas ces problèmes, notre contrôle des symptômes est très bon, nos patients sont tous heureux, l'hospice s'occupe de nos problèmes, vous voulez faire recherche des problèmes qui n'existent pas. On peut changer la négation, simplement avec montrer la souffrance dans votre institution, dans votre hôpital. Et on peut montrer ça et ça peut changer rapidement l'idée de la négation et on va progresser à la deuxième étape, qui est épisode de panique lorsque le mot est mentionné. Et le plus fréquent, les oncologues, les spécialistes, les étudiants de l'école de médecine, pas à Montréal, je dis, par exemple, à McGill. Nous perdrons des patients, c'est l'euthanasie cachée, il n'y a pas de science, fraude de l'assurance maladie. C'est bon, c'est meilleur que la négation. Mais la paliphobie, quelquefois, a comme conséquence l'hostilité contre les palliateurs. On peut montrer les résultats qu'on peut faire avec une seule visite d'une équipe palliative et commencer à changer la culture vers montrer que les patients ont une trajectoire beaucoup meilleure quand l'équipe palliative commence à travailler. Et le troisième étage est la palilalie, qui est des absurdités répétitives des soins palliatifs sans aucune action d'accompagnement. Collective avec des organisations et encore des gouvernements. On dit, faites une étude pour documenter, groupe de consensus, c'est très important, c'est très dangereux. L'état le plus dangereux est quand je parlais avec mes boss et je disais, écoute, nous envoie tous ces sortes de patients et nous avons besoin de collègues, nous avons besoin d'équipes interdisciplinaires. Nous disaient, Eduardo, tous arrivent ici à 6 heures du matin et tout quitte à 10 heures du soir. Et nous sommes tous pressés. Et j'ai dit, comment est-ce que je peux faire une médiation pour faire une comparaison? Et parce que les doyens, les chefs de département disaient, nous sommes tous pressés. Ah! Enregistrement de stationnement. À Texas, si vous êtes vie, vous avez la voiture. J'ai pris l'enregistrement de stationnement et
est allé à parler au président de l'hôpital et dit, écoute, nous avons une découverte incroyable, vraiment un miracle. Qu'est-ce qui arrive? Les voitures arrivent 1h30 plus tard que les facultés et quittent 1 heure plus tard, 1 heure plus tôt que les facultés. Les facultés arrivent et la voiture arrive 1 heure plus tard. La voiture quitte et la faculté lui m'a dit, OK, shut up, Eduardo. Quand poste est-ce que tu as besoin pour le parquet? C'est important parce que le burn-out, le brûlage thérapeutique, chez les paléontologues est le plus grand de toute la médecine, le plus élevé de toute la médecine. Pour ces raisons, on doit les aider à faire leur travail. À la fin, palliatif, et bien sûr, créer des espaces administratifs et d'argent. La culture peut regresser. La unité de soins palliatifs à Royal Vic a été fermée. Ce mois, la Cleveland Clinic a fermé l'unité de soins palliatifs. Maintenir la culture a besoin d'énergie et des institutions. Vous connaissez bien le poids de maintenir votre culture. Et la culture palliative a besoin de votre aide. Construisez l'effort et vous le rendez plus stable pour la prochaine génération. Qui a besoin d'éducation? Les administrateurs de l'assurance maladie, les DN de l'école de médecine à McGill, les directeurs des centres de cancérologie. Est-il possible d'avoir une autre génération de médecins professionnels de la santé orientés vers la maladie? Ça va arriver aux États-Unis cette année. Ils ne vont pas avoir l'expérience. Et traitement personnalisé, c'est réalité ou plaisanterie. Et les directeurs de l'hôpital, patients décèdent à l'hôpital sans soins palliatifs. Cet homme nous a dit une chose énormément importante. L'hôpital est le miroir de la civilisation. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pas de leadership de connaissances sur la réduction de la souffrance. L'argent est versé à les compagnies. La plupart des hôpitaux n'ont pas d'unité de lit ou ambulatoire et toutes ces réductions entraînent la privatisation. Les soins orientés à la personne ne sont pas encore intéressants pour les puissants en médecine. Et les obstacles aux soins sont personnels. Les doyens, les directeurs, les ministres, ce sont que nous devons vraiment éduquer pour que nous ne soyons pas encore dans le niveau de structure dont nous avons besoin. Je vous propose, aucune université du monde ou système de santé du monde a pris un engagement palliatif. La grande majorité sont palilalie ou paliphobie. Montréal a la bonne université, le système de santé adéquat, des hôpitaux et de la communauté. Et plus important, la bonne société. Créer un vaste département universitaire de soins aux patients et familles. Montrer le chemin et casser les silos. Vous pouvez établir un même niveau de médecine, chirurgie, pédiatrie. Pas une division, pas un institut, pas une chaire. Un département fort avec le nombre de patients, avec le nombre de patients avec vous. Le cerveau manque. Il n'est pas toute question de cœur, de main et de pied. On a besoin d'avoir le cerveau pour changer la culture. Comment payez-vous cela? Des médicaments inutiles et coûteux, blesser les cartels de la drogue, tests de radiologie, laboratoires, soins intensifs, jours d'hospitalisation, changer les ressources des entreprises vers ce que prennent soin. Dans le processus de changer votre faculté de médecine, vos hôpitaux d'enseignement et votre communauté, vous allez vraiment changer le monde. Il n'est pas possible de changer la mort en un pique-nique, mais il y a un énorme pourcentage de souffrance qui est traitable, qui est prévenible, et surtout, nous avons un défi important pour étudier comment changer les choses pour la prochaine génération. Merci beaucoup.
de l'Université de Montréal, au nom de tous les Pali amis qui sont ici, merci beaucoup, Dr. Bruera. Vraiment, votre passion, votre énergie était très stimulante et je suis sûre que les PDG d'établissements vous ont bien entendu. Et c'est un des leurs, M. Jean-François Foisy, qui viendra dire le mot de clôture pour cette magnifique journée. M. Foisy. Alors, Dr. Bruera, merci pour cette présentation extrêmement dynamique. C'était... Alors, je fais partie de ces PDG, de ces directeurs qui vont faire tout en leur pouvoir pour se rappeler de ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Dr. Boisjoli. Mesdames, Messieurs, ça conclut vraiment de grande façon cette 4e édition du Forum du RUIS de l'Université de Montréal. J'aimerais, remercier tous les conférenciers, les invités qui ont eu à cœur de transmettre leurs connaissances. Alors, merci à tous ces gens. Et le fruit de leur travail aussi à l'ensemble de la communauté universitaire et aussi du domaine de la santé et des services sociaux. Il y a 30 professionnels qui ont fait de ce forum sur les soins de fin de vie une journée de formation d'une qualité vraiment exceptionnelle, on en conviendra. Remercier aussi les comités de travail de ce forum qui ont élaboré un contenu riche, diversifié, pertinent, dans un but de faire évoluer des pratiques, des réflexions en matière de soins de fin de vie. Et surtout, vous remercier, vous, participants qui sont venus de toutes les disciplines, des patients partenaires, des infirmières, des gestionnaires, des médecins de famille, des ergothérapeutes, des éthiciens, des médecins spécialistes, des nutritionnistes, des psychologues, des étudiants, des intervenants en soins spirituels, des juristes, des anthropologues, des travailleuses sociales et encore des psychiatres, des sociologues, des pharmaciens. Merci à tous ces gens qui se sont sentis interpellés par le sujet qui, en plus d'être d'actualité, est d'une grande importance, d'avoir participé à une réflexion collective. Le succès d'un événement comme ça, évidemment, ça repose sur ceux qui sont capables d'échanger librement et respectueusement, qui ont un désir d'améliorer les soins, les services, la recherche et l'enseignement. C'est ce qui nous a été donné de voir et d'entendre aujourd'hui. On veut un espace où le dialogue entre toutes les disciplines et toutes les cultures puisse être fructueux. C'est un peu ça que vous avez rendu possible aujourd'hui. On sait que les soins de fin de vie, ça demande un savoir-faire, c'est indéniable, mais surtout un savoir-être pour que les derniers moments de la vie d'une personne puissent faire le plus de sens possible pour elles, ces personnes-là, et pour leurs proches. Quels que soient ses choix en soins de fin de vie. Ce savoir-être, c'est une compétence qui se développe. C'est en élargissant nos horizons qu'on développe. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui, grâce à vous. À la question, la personne en fin de vie, qu'en est-il de ses choix? Qu'en est-il de nos responsabilités? Évidemment que les réponses sont multiples, les enjeux aussi, et une de nos responsabilités, c'est certainement de continuer à faire évoluer, oui, les pensées, mais aussi les pratiques. Je souligne en passant que dernièrement, au Forum national de soutien à domicile, les présidents directeurs généraux des CIUS et des CIS du Québec se sont engagés formellement, bien, on les a même signés, les engagements, ça devient assez formel, à mettre en place une équipe médicale intensive à domicile, offrant, et ça dans tous les établissements, tous les CIS, tous les CIUS du Québec, offrant une couverture 24/7 pour les usagers dont l'état de santé est instable, donc des cas complexes, en priorisant notamment les soins à domicile, les conditions chroniques avancées et les instabilités aiguës. Et aussi de développer des ententes fermes, formelles, entre les groupes de médecine familiale puis les équipes médicales intensives dans nos CLSC. Alors,
Alors ça, c'est des façons de changer les choses. Un forum comme celui qu'on vient de vivre, c'est vrai que c'est bien, mais un forum qui aura une portée dans un avenir immédiat, bien, c'est encore mieux. Et c'est pourquoi je ne peux que souhaiter que les discussions qui ont eu cours aujourd'hui bien, soient continuées dans chacun de vos milieux respectifs et dans nos pratiques et dans notre enseignement. Alors, au nom de tous les experts qui ont travaillé sur cette journée, je vous encourage fermement à poursuivre la conversation et pour mieux accompagner les patients, les concitoyens, leurs familles. Je m'en voudrais de ne pas quand même faire un merci bien spécial à Anne-Marie Savoie et Elisabeth Lemay qui ont été un peu l'âme de cette réussite exceptionnelle. Alors, merci mesdames. Donc, au nom de tous les membres du réseau universitaire intégré de santé de l'Université de Montréal, je vous remercie sincèrement. Je vous donne rendez-vous en 2019 pour un nouveau forum santé. Merci de votre présence et grâce à vous si ça a été un tel succès. Merci infiniment.